Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Elvin Chorare pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo ne commence, mes tresses sont vieilles, mais c'est pas le sujet de la vidéo, du coup, ce serait cool de pas en parler, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale pour moi parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment déjà. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'espère que le sujet de la vidéo vous plaira. Et aussi, petit disclaimer, si vous trouvez que je parle un peu bizarrement, c'est parce que le week-end dernier, j'étais à un concert, j'ai pété ma voix. Extrait. Mais bon, je pense que je commence à m'éparpiller un peu, du coup on va essayer de recentrer tout ça. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 7 juin 2024, il y a tout pile 84 ans, un homme de grande valeur a perdu la vie. Un héros pour certains, et un personnage très controversé pour d'autres, et comme je l'ai déjà dit, nous sommes là aujourd'hui pour parler de cet homme. Nous sommes là pour parler du capitaine Charles Messani Chorere. Mais il n'est pas né en tant que capitaine Charles Chorere. Du coup, je vous propose de faire un petit retour en arrière avec moi, histoire qu'on puisse mieux structurer les choses. Né le 15 novembre 1896, Charles était le fils d'une femme appelée Stéphanie Olivia Orokin et d'un homme appelé Charles Chorere. Dans la vidéo, on va séparer les deux en disant Charles Senior et Charles Junior. C'était le deuxième fils d'une grande fratrie et il était issu d'une famille de notables gabonais. Un notable, c'est une personne qui est reconnue dans la société comme étant une personne avec une classe sociale supérieure, c'est un statut en quelque sorte. Les notables ont une certaine influence dans les autres membres de la société. Et déjà, à partir de là, on peut déjà très vite faire le lien entre lui et moi. C'est vrai qu'il y a le nom, tout ça, mais ça c'est un détail. Le côté notable, influence sur les autres, la vidéo. Et du coup, avec sa famille, il grandira dans le quartier de Glace. Parce que comme je l'ai déjà évoqué dans certaines vidéos, à la base, Glace, c'était un village mienné, un village pongouais, même titre que lui ou le Cap, par exemple. Dans son enfance, Charles était considéré comme un enfant assez intelligent. Il était plutôt calme, mais en même temps dynamique. Il avait le bon juste milieu entre les deux. Mais il était surtout caractérisé comme étant un enfant avec une très grande personnalité. Et ça peut paraître anecdotique comme ça, mais ce trait de caractère le suivra jusqu'à la fin de sa vie et sera même peut-être la raison de sa mort. Mais avant d'en arriver là, parlons un peu de son parcours scolaire. Son parcours commencera à la Presbyterian Church, vraiment je l'ai dit avec l'accent français mais désolé. C'était une école créée à Baraka Station par des missionnaires et ce sera un sans faute pour le jeune Charles. Il enchaîne les classes jusqu'à arriver au collège. De 1904 à 1912, il continuera dans une autre école créée par des missionnaires catholiques, l'école Montfort, qui existe toujours d'ailleurs, j'ai vérifié. Et la particularité de cette école était que c'était une école très sélective, un peu comme le Prytanée militaire aujourd'hui d'ailleurs. Mais Charles, en plus d'y avoir eu accès, il se démarquera par son intelligence. Ses professeurs voyaient même en lui un futur grand homme du pays. Et à ce moment-là de sa vie, tout allait bien pour Charles. Aisance financière, reconnaissance sociale, brillant à l'école, tout se passait pour le mieux. Mais en 1912, ce drame va s'abattre dans la vie de Charles. En effet, car cette année-là, Charles a tout juste 15 ans, perd sa mère dont il était très proche. Ce que j'ai pas dit, c'est que son père travaillait au Cameroun. Du coup, il était élevé essentiellement par sa mère et il y avait un lien très fort entre eux. D'ailleurs, un ancien camarade de classe de Charles qui était devenu son ami avec le temps dira dans ses écrits que Charles aimait énormément sa mère et que le décès de cette dernière l'a énormément affecté. Et la personne qui écrit ça, certains d'entre vous le connaissent peut-être parce qu'il s'agit d'un ancien sénateur gabonais, Louis Bigman. Mais vous savez ce qu'on dit, un drame ne vient jamais seul. Et la même année de 1912, Charles perdra aussi son grand frère, Jean-Baptiste Ntchorere. Et cette perte sera un tournant dans la vie de Charles, parce que Jean-Baptiste travaillait avec Charles Senior au Cameroun. C'était un peu son bras droit. Du coup, quand Charles Senior descend sur Libreville pour enterrer son fils, il n'a pas d'autre choix que d'emporter avec lui son deuxième fils, Charles Junior, afin de remplacer Jean-Baptiste avec lui au Cameroun. Et c'est ainsi que Charles s'envolera pour le Cameroun à tout juste 16 ans pour remplacer son frère Jean-Baptiste en tant qu'agent commercial aux côtés de son père. Et cette nouvelle vie dans un Cameroun qui était à l'époque une colonie allemande lui réussit assez bien. Il fait ses preuves en tant qu'agent commercial, mais après avoir passé 3 ans là-bas, Charles ne se sent plus à l'aise. Il a l'impression qu'il n'est plus à sa place. Et dans le reste du monde, il y a un événement en cours qui sera un déclic pour Charles. Nous sommes en 1915 et ça fait à peu près un an que la Première Guerre mondiale a commencé. Et là, vous me direz, le Gabon n'était pas directement impliqué dans la Première Guerre mondiale, mais le Gabon était une colonie française. La France qui, elle, était très impliquée dans la guerre. Ils aiment trop la guerre, ceux-là. Et du coup, la France lancera un appel au sein de toutes ces colonies pour pouvoir mobiliser des hommes afin de combattre. Et là où la majorité des hommes étaient pratiquement forcés à prendre des armes, Charles, lui, décidera de lui-même de quitter le Cameroun afin de rejoindre les troupes de l'armée française en 1916, alors qu'il n'avait même pas encore les 21 ans requis pour ça. Du coup, oui,
Ça veut dire ce que ça veut dire. La France engage des mineurs pour aller faire la guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là, sur mon texte que vous pouvez pas voir. Et à l'instar de l'élève ou encore de l'agent commercial qu'il était, Charles se démarquera encore, mais cette fois en tant que soldat. Et donc de 1916 à 1919, du coup en tout juste 3 ans, les choses iront très vite pour Charles. Le 1er avril 1917, il est nommé sergent. Le 1er mai 1918, il est nommé caporal. Et en 1919, il passera adjudant. Et si vous n'arrivez pas à voir l'exploit que c'est, dites-vous que la plupart du temps, il faut 6 à 8 ans pour passer de sergent à adjudant. Mais vraiment, quand tu es un bon élément. Charles, lui, réussira cet exploit en 3 ans. C'est juste impressionnant. Un haut gradé de l'armée notera même de lui, sujet exceptionnel à ne pas laisser en grade inférieur. Après la fin de la guerre en 1918, la majorité des soldats africains étaient renvoyés chez eux dans leur pays d'origine. Mais pas Charles. Après avoir servi en 1919 au Maroc, les supérieurs le rappelleront en France afin qu'il puisse continuer sa formation militaire à Fréjus. Et 4 ans plus tard, en 1923, il en sortira major de sa promotion avec les épaulettes de sous-lieutenant à titre indigène. Et tout juste 2 ans en 1925, Djorare passera de élève à maître, tout simplement parce qu'il deviendra instructeur. Il aura pour mission de former les nouveaux officiers. Mais c'était plus un homme d'action, c'était un homme de terrain. Du coup, l'année d'après, en 1926, quand il apprend le décès de l'un de ses amis sur le champ de bataille, il décide de prendre les armes à son tour et d'aller combattre. Et après avoir combattu en Syrie, il ressortira de ses affrontements avec une très grosse blessure à la mâchoire. Mais pas seulement, il ressortira aussi de ses affrontements avec une nouvelle décoration, la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures. Et ses supérieurs diront de lui, officier de valeur, d'une bravoure remarquable, a été grièvement blessé à la mâchoire au cours du combat du 30 au 31 juillet. Et toujours en cette année 1926, Charles se fera naturaliser, c'est-à-dire qu'il quittera le statut de soldat indigène pour soldat français. Et il sera même promu au grade de lieutenant. Mais après tout ça, Charles rentrera quand même au Gabon afin de se reposer par rapport à sa blessure, mais aussi pour voir sa famille. Et ce que j'ai omis de vous dire aussi, c'est que des familles, Charles en a une nouvelle, parce qu'entre-temps, il a lui-même fondé la sienne. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé le nom de son épouse de l'époque, ni le nombre exact d'enfants qu'il a eu. L'histoire ne nous parle que d'un seul, qui aura pour nom Jean-Baptiste Djorare, en hommage au grand frère de Charles décédé. Je dis Jean-Baptiste, tout ça, mais c'est JB pour les intimes. Mais ça encore, c'est un détail. Mais Charles, le repos, il n'aime pas trop. Du coup, en 1927, tout juste un an après, il décide de retourner en France pour exercer, en tant qu'instructeur, en tant que militaire. Entre 1927 et 1930, il sera muté entre différents régiments de l'armée française. Il instruira en France, mais aussi au Mali, qui à l'époque s'appelait le Soudan français, mais aussi au Sénégal, à Saint-Louis, où il était commandant de l'école des enfants de troupe, plus connu sous le nom de Prytanée militaire. Et d'ailleurs, suite à son passage là-bas, le Prytanée militaire sera renommé Prytanée militaire de Saint-Louis Charles Djorare. Et il porte encore ce nom aujourd'hui. Et le 15 décembre 1933, c'est une nouvelle consécration pour Charles. Cette année-là, il reçoit encore une nouvelle décoration, mais ce n'est pas une décoration comme les autres. Cette fois, il reçoit la Croix de la Légion d'honneur, qui est l'une des plus grandes distinctions en France. Voici là une liste de quelques personnalités ayant eu la Croix de la Légion d'honneur. Pause les gars. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai oublié l'une des informations les plus importantes de la vie de Charles. Car en 1933, en plus d'avoir obtenu la Croix de la Légion d'honneur, il quittera officiellement le grade de lieutenant pour le grade de capitaine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de capitaine Djorare. Sur ce, bonne vidéo. Sauf que cette même année 1933, il se passe quelque chose du côté de l'Allemagne. En fait, il y a un petit moustachu qui est énervé d'avoir perdu la guerre. Parce qu'après avoir perdu la Première Guerre mondiale, l'Allemagne écopera de pas mal de sanctions, telles que la cession de certains territoires, paiement de réparations importantes ou encore limitation de sa capacité militaire. Et ça, les Allemands le vivent comme une humiliation, ce qui aura pour conséquence d'augmenter le nationalisme et du coup d'augmenter aussi le taux de racisme. Et le racisme, le petit moustachu là, il connaît très bien. Et un condensé de tout ça, de la montée du nationalisme, le fait qu'il soit raciste, feront que petit à petit, ce petit moustachu qui a accédé au pouvoir en 1933 déclenchera en 1939 la Seconde Guerre mondiale. Et à l'annonce de la Seconde Guerre mondiale, Charles, en tant que bon soldat, ne cogite pas beaucoup. Et en même temps, son fils Jean-Baptiste, qui était venu à la base en 1932 pour ses études en France, décidera lui aussi de prendre les armes afin de défendre les couleurs de la France, ce pays que son père et lui chérissaient au même titre que leur terre natale. D'ailleurs, voici à l'écran une lettre de Charles s'adressant à JB. On comprend très vite que c'est une réponse à une lettre que Jean-Baptiste lui avait envoyée, et dans cette lettre, nous pouvons lire tout le patriotisme que le capitaine avait envers la France. Mais bref, revenons à notre histoire. La guerre a commencé et le capitaine est à la tête de la 5e compagnie du 53e régiment d'infanterie coloniale mixte sénégalais, RICMS ou RICMS. Et le capitaine et ses hommes seront affectés en Somme,
pas très loin des Rennes, où les combats font rage. Et le truc à savoir sur le capitaine et ses hommes est que non seulement ces hommes avaient été formés par ce dernier, mais surtout c'était de farouches combattants. Farouches combattants qui ont énormément mis en péril l'armée allemande. Une armée allemande qui était non seulement très entraînée, mais surtout bien plus lourdement armée qu'eux. Dites-vous qu'ils ont même réussi à mettre hors d'état de nuire 8 Panzer. Panzer ressemble à une insulte raciste en allemand, mais non, un Panzer c'est ça. Du coup, ils prenaient pas forcément bien le fait d'être autant mis en difficulté par des soldats noirs. D'ailleurs, pour eux, ce n'étaient même pas de réels soldats. Ils les voyaient juste comme des noirs à qui on avait donné des armes à feu. Mais même si c'était des gros racistes, et que c'est pas bien d'être raciste, faudrait pas sous-estimer l'armée allemande. En effet, il réussira à encercler un groupe de soldats et ils feront sauter leur dépôt de munitions. Et honnêtement, j'ai jamais fait la guerre. Mais mon expérience sur Fortnite et Call of Duty m'a prouvé que c'est assez compliqué de faire la guerre sans munitions. Et face à cette réalité, le commandant supérieur du capitaine, ce qui était avec eux de base, décidera de battre en retraite. Mais je vous l'ai dit très tôt dans la vidéo, le capitaine était quelqu'un avec une forte personnalité. Pour lui, c'était l'honneur avant tout. Du coup, pour lui, il était hors de question de battre en retraite. Mais comme je viens encore de vous le dire, c'est assez compliqué de faire la guerre sans munitions. Et c'est comme ça que la 5e compagnie du 53e régiment se fera capturer par les Allemands. Après avoir été capturés par les Allemands voulaient séparer les soldats blancs des soldats noirs, afin d'avoir 2 groupes de prisonniers. Sauf que le capitaine était une tête dure. Il refusera catégoriquement d'être séparé de ses hommes, peu importe sa couleur de peau. Dans un Allemand qu'il avait appris dans un Cameroun colonial, il exprimera le fait que ce sont tous des soldats et qu'en tant que capitaine, il refuse d'être séparé de ses hommes. Le 7 juin, après plusieurs jours de combats acharnés dans la Somme, sa compagnie a été en partie décimée. Le capitaine Enchorere se résout à la reddition. Les Allemands veulent obliger le capitaine et ses hommes à se mettre à genoux, à mettre les mains sur la tête. Refus. Il se fait traiter de sale nègre. Il rétorque « Je ne suis pas un nègre, mais un officier français ». Et c'est comme ça que l'un des soldats allemands quittera le rang où il était, s'approchera du capitaine, pointera une arme sur sa nuque et... Le capitaine Charles Messalin-Thoreret est abattu le 7 juin 1940 d'une balle dans la tête. Désarmé et sans défense, il a été froidement abattu dans le dos. Et tellement les Allemands avaient été irrités par le comportement du capitaine, ils décideront de monter dans leur char et d'écraser son corps. Et à cause de ça, le corps du capitaine n'aura jamais été retrouvé, ou du moins identifié. Et en ce qui concerne le caporal Jean-Baptiste, lui aussi tombera sous les coups des Allemands, à tout juste 50 km de là, quelques jours plus tard. Lui par contre, il sera enterré en France, dans le cimetière de Rémiancourt. L'histoire du capitaine Thoreret est une histoire passionnante. C'est une histoire qui nous montre la vie d'un homme courageux, d'un homme rempli de valeurs, et d'un homme qui était prêt à mourir pour ses valeurs. Une histoire qui, je le pense, pourrait inspirer plus d'un. Mais malheureusement, une histoire qui était jetée aux oubliettes, que ce soit par sa terre natale de Gabon, ou alors par ce qui était censé être sa terre adoptive, la France. Dans sa lettre que je vous ai montrée plus tôt, le capitaine dit ceci en parlant de la France. S'il le faut pour qu'elle reste grande et fière de nos vies, eh bien, qu'elle les prenne. Du moins, plus tard, nos jeunes frères et nos neveux seront fiers d'être français, et ils pourront lever la tête sans honte en pensant à nous. Au-delà de son patriotisme, le capitaine espérait léguer un héritage à ses frères et sœurs, mais il n'en sera rien. Aujourd'hui encore, la France ne reconnaît pas le nom de Thoreret comme étant un nom qui fait partie de son histoire. La reconnaissance de la France s'exprimera dans quelques reconnaissances posthumes, une rue à son nom à Rennes, mais aussi un monument modeste qui était fait en son honneur. Monument qui même n'était pas prévu par l'État français. C'est un couple de particuliers qui s'est battu afin que le monument soit érigé, et même là ça n'a pas été facile pour le faire. Comme le dit Matt, le Seigneur Lion, dans son titre En Gangol, en feat avec lors des Comindons. Thoreret, mort pour la France, tout ça pour rien. Et c'est giga triste de voir à quel point cette phrase est réelle. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu et l'histoire encore plus. Vous pourrez retrouver en description certaines des sources qui m'ont aidé à écrire cette vidéo. Je pense notamment à l'excellent documentaire de Jackie Moifo. Sur ce, c'était Elvin Thoreret et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Les Français de la France libre se sont battus contre les forces du régime de Vichy. Le Gabon a donné pour la France les meilleurs de ses fils. Et permettez-moi d'avoir une pensée émue pour le capitaine Thoreret qui a donné sa vie pour la France, qui restera pour nous un des plus forts symboles du courage et de la dignité face à la barbarie nazie. Et le ministre des Armées lui rendra hommage cet après-midi.